Bonsoir, je suis heureux de revenir dans ces lieux pour vous parler du chiffonnier de Paris, grandeur et décadence. Il vient d'être dit que le chiffonnier est un personnage marginal. Ma thèse tente de montrer à peu près le contraire. C'est un marginal qui est absolument central dans le 19e siècle français, dans le 19e siècle parisien. Au fond, la thèse de ce livre, c'est qu'il n'y aurait pas de 19e siècle sans le chiffonnier. Il est au cœur de cette période, et il y a un grand moment au milieu du 19e siècle où il est un agent indispensable de l'économie, de la société, de la culture. Et ce que j'appelle le moment du chiffonnier dans ce livre, en gros, ce sont les années 1820-1880, entre la révolution industrielle et le développement de la lecture, qui a pour conséquence, développement de la lecture, de l'éducation, qui a pour conséquence une demande très forte de papier. Et nous sommes au cours d'une période qui ne sait pas fabriquer le papier autrement qu'avec le vieux chiffon. On cherchera tout au long du XIXe siècle à faire du papier avec d'autres matières que le vieux chiffon. Et à partir des années 1870-1880, le papier sera fabriqué à partir de la cellulose du bois. Mais entre 1820 et 1880, en gros, cette période-là, 3 générations, le papier ne peut être produit qu'avec les vieux chiffons. Le chiffon est une denrée précieuse, interdite à l'exportation. Et le chiffonnier est donc un marginal, puisqu'il travaille en ramassant ses chiffons dans les ordures. Et en même temps, il est un agent essentiel de la modernisation de la société, de l'école. La loi de Guizot de 1830, qui est le début de l'instruction publique en France, fait qu'on a besoin de lui. Alors il est essentiel dans l'économie, il est essentiel dans la société et il est essentiel dans la culture, dans la littérature. Le point de départ de mon enquête sur ce chiffonnier, c'est la littérature, puisque c'est mon domaine. Et le chiffonnier est très présent chez Baudelaire, chez Hugo, chez Gautier, chez les romanciers réalistes. Il est partout. Mais il est aussi présent dans les représentations picturales, et c'est à cela que je vais m'attacher ce soir. Je vais parler de la grandeur et décadence du chiffonnier dans les représentations plastiques du chiffonnier. Au fond, c'est un peu un complément du livre, et je vais vous montrer beaucoup d'images de chiffonniers qui ne sont pas dans le livre, pour essayer d'aller un peu plus loin. Dans le livre, on m'avait dit pas plus de 140 illustrations, je crois qu'il y en a 141, j'en ai volé une, mais j'aurais pu en mettre 2 fois plus, parce que le chiffonnier est partout durant cette période. J'aurais pu en mettre 2 fois plus, mais peut-être cela aurait été un peu répétitif, un peu redondant. Donc 140 c'était suffisant, mais je voudrais tout de même vous montrer comment le chiffonnier, justement, s'est d'abord établi au début du XIXe siècle, parce qu'au fond, jusque-là, le chiffonnier était un parmi la multitude des petits métiers parisiens, des métiers ambulants. Il est l'un des cris de Paris, très souvent représenté il existe depuis toujours, le chiffonnier, depuis le Moyen-Âge en tout cas, il est représenté toujours de la même façon, avec la hotte sur le dos et le crochet à la main, avec lequel il accroche les chiffons dans l'état d'ordure de Paris. Mais au début du XIXe siècle, il n'est encore qu'un parmi d'autres. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce développement, c'est que les autres petits métiers de Paris seront vite marginalisés par le XIXe siècle et subsisteront de manière tout à fait accessoire. Alors que le chiffonnier, lui, se désolidarisera des autres et atteindra
un moment de gloire, dirais-je. Alors la première image que je voudrais vous montrer, c'est justement celle de la fin du XVIIIe siècle, d'un chiffonnier qui n'est qu'un parmi toute une page qui représente tous les métiers parisiens. Et c'est un dessin de Claude-Louis Déré. Ça date donc à la veille de la Révolution française, des années 1780, où vous voyez qu'on a ici oui, tous les métiers. Hein, c'est une représentation tout à fait classique. Et le chiffonnier, dont j'ai mis un agrandissement ici, vous voyez qu'il n'est qu'un parmi d'autres, et il est même au bas de cette feuille. Alors en vérité, ça vient de la Bibliothèque nationale, il y a plusieurs feuilles qui représentent tous les petits métiers. Claude-Louis Déré est un illustrateur de la galerie. Très souvent, ça va ensemble, hein, les illustrateurs de la mode. Il est illustrateur de la galerie des modes, donc il montre les jeunes femmes à la mode, il montre aussi les marchandes d'amour du quartier du Palais Royal, et puis les petits métiers. Hein. Souvent, ça va ensemble, les petits métiers, les cris de Paris, et vous en voyez ici toute une série, et le chiffonnier qui est représenté donc de manière tout à fait classique et traditionnelle, avec la hotte, le bonnet, le bâton avec le crochet et la borne. La borne au bas de laquelle il y a le tas d'ordures auprès duquel les habitants de Paris déposaient chaque jour, chaque soir, leurs ordures. C'était donc l'usage depuis toujours de déposer ces ordures au coin de la borne, ces bornes qui tapissaient les rues de Paris, hein, qui avaient 3 fonctions essentielles: protéger les murs des voitures, protéger les piétons qui s'abritaient contre les bornes lorsqu'une voiture passait, et enfin recevoir le dépôt des ordures. Et le chien, hein, le chiffonnier est traditionnellement accompagné d'un chien, hein, le chien du chiffonnier, même si, on verra plus tard, la préfecture de police l'interdira. Alors vous pouvez remarquer aussi qu'à la différence de beaucoup de petits métiers, le chiffonnier n'a pas de cri. Hein. Il n'a pas de cri de Paris, puisque au fond, il ramasse dans les ordures. Ce n'est pas comme le marchand de peaux de lapin. Le marchand de peaux de lapin achète les peaux de lapin dans les maisons, donc il appelle les habitants pour qu'ils descendent leurs peaux de lapin ou pour que le marchand monte dans les maisons. Vous pouvez aussi remarquer que l'orthographe du chiffonnier est encore très aléatoire. Hein. Aujourd'hui, nous l'écrivons avec 2 F et 2 N, mais pendant longtemps, dans le XIXe siècle, il n'y a plutôt qu'un seul N. Et vous voyez, les autres ont tous leur cri, hein, v'là des vieux chapeaux à vendre, etc. Représentation qui est exactement contemporaine, celle-ci, du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, ouvrage dans lequel il y a un chapitre important sur le chiffonnier, et Louis-Sébastien Mercier est l'un des premiers qui saisit combien le chiffonnier compte dans la nouvelle économie qui est en train de se développer, et il associe en effet le chiffonnier aux grands écrivains. Il n'y aurait pas de grands écrivains sans le chiffonnier. Voltaire, Rousseau et Diderot ont besoin du chiffonnier qui fouille dans les ordures pour produire le papier sur lequel sera imprimé leur chef-d'œuvre. Donc le chiffonnier contribue, il est associé à la littérature et il est très souvent comparé à l'écrivain. Voici encore une représentation qui date de la veille de la Révolution française du chiffonnier. C'est de Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine. C'est un lavis qui est passé il y a quelques années à Drouot, qui n'a pas été vendu. Alors, puisque maintenant je remets le chiffonnier à la mode, je suppose que il serait acheté, mais donc je ne sais pas où il est aujourd'hui. Je vous le montre parce qu'il y a le troisième outil du chiffonnier, hein, auprès de la hotte et du crochet, et toujours la borne que vous voyez là. Le troisième instrument du chiffonnier, c'est la lanterne. Le chiffonnier travaille la nuit
même si la police tente de le contrôler et lui interdit de travailler entre minuit et le lever du soleil. Mais le chiffonnier a toujours une lanterne. À la main gauche, la lanterne, à la main droite, le crochet. Et on a donc une représentation, vous voyez, qui est très fixée depuis longtemps à la veille de la Révolution. Voici encore un contemporain de l'époque de la Révolution. C'est un dessin de Jean-Augustin Franklin où on a de nouveau crochet, lanterne et hotte sur le dos. Et à droite, ça vient du Louvre, c'est un officier de la Première République, donc cela date à peu près ce dessin. Vous voyez que le chiffonnier est un homme présent dans ces images de la fin du XVIIIe siècle, mais dirais-je, qui n'a pas encore pris son autonomie, qui ne s'est pas encore séparé, qui n'a pas éliminé les autres petits métiers parisiens. Et voici donc le terrain du chiffonnier, c'est la rue avec des bornes. Alors, je me suis beaucoup promené dans Paris à la recherche de bornes, et bon, il reste quelques rues dans Paris, vous pouvez les voir, ce sont en général des rues privées, donc des rues avant le trottoir, puisque le trottoir a éliminé les bornes, et on voit ces bornes qui sont très rapprochées dans toutes les rues de Paris. Alors ça, c'est une petite ruelle qui est entre la rue Charlot et la rue des Archives. Malheureusement, c'est une photo qui a été prise il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le chiffonnier. Si vous y allez maintenant, les travaux ont enlevé ces bornes. Donc il faut se dépêcher pour trouver ces bornes dans Paris. J'y suis repassé avec un peu de tristesse il y a quelque temps. Mais certains de mes auditeurs du cours du Collège de France m'ont donné des photos de bornes parisiennes qu'on peut encore trouver. Voici un chiffonnier de Carl Vernet. Alors, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il date de 1815. Hotte, crochet, borne. C'est toujours le cadre typique du chiffonnier. Carl Vernet, c'est une série de cris de Paris, une centaine de planches, et ça date de 1815. Alors c'est important parce que 1815, c'est pour moi le moment où le chiffonnier, c'est la fin de l'Empire, c'est les premières traces, je dirais, d'une révolution industrielle qui peut affecter les pratiques et les usages. Et puis aussi c'est important parce que c'est une lithographie. Et c'est le moment où la lithographie commence à se développer. Aussitôt, c'est la fin de l'Empire. La lithographie est le grand moyen de diffusion de l'image au XIXe siècle. Elle apparaît à partir de 1815. Et là aussi, il y a une grande liaison entre lithographie et chiffonnier, parce que la lithographie, c'est une représentation bon marché qu'on vend dans les rues de Paris, ça se vend dans les rues, c'est une représentation, c'est une image bon marché, et c'est une image pour laquelle il y a besoin de papier. Et je vous rappelle que toutes les caricatures, c'est la grande époque de la caricature, la monarchie de Juillet, je vous en montrerai tout à l'heure, ce sont toujours des lithographies. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que cette lithographie de Carl Vernet, c'est encore une représentation typique du chiffonnier, puisqu'il est, j'ai envie de dire, perdu dans une centaine de petits métiers parisiens. Il n'est qu'un parmi une centaine. Dans le livre, je n'ai pas montré cette image, j'ai montré justement le décrotteur, qui vient de la même série pour évoquer un autre petit métier parisien. Et je dirais que l'autonomie du chiffonnier est très vite gagnée dans ces années. Donc ça, c'est Carl Vernet, 1815. Vous voyez que c'est le numéro 82 de cette série d'une centaine de petits métiers. Et puis voilà un autre Carl Vernet que je montre dans le livre parce qu'il est assez célèbre.
c'est donc le chiffonnier dans une série qui s'appelle « Collection de costumes dessinés d'après nature ». Et ce chiffonnier-ci date de 1819. Ce n'est pas une lithographie, c'est une gravure encore à l'ancienne manière, hein, et le chiffonnier est représenté, donc la hotte, le crochet sous le bras, et la lanterne, la borne, et il est en train de se soulager contre la borne, ce chiffonnier. Alors c'est une série où justement le chiffonnier devient un sujet parisien, il n'est plus pris dans la série des petits métiers. C'est une série qui s'appelle « Collection de costumes dessinés d'après nature », qui comprend 56 planches, 20 militaires à pied, 20 militaires à cheval et 16 sujets burlesques. Donc c'est la vie parisienne, les militaires aux Tuileries, hein, à pied, à cheval, et puis quelques sujets parisiens. Et parmi ces sujets parisiens, y compris des sujets scatologiques, plusieurs sujets scatologiques, comme celui-ci, la présence du chiffonnier, qui, je dirais, devient un homme important de la vie parisienne. Alors, je me référais à plusieurs reprises au texte de Baudelaire qui s'appelle « Quelques caricaturistes français », puisque toutes ces représentations du chiffonnier, ou tous ces artistes qui ont représenté le chiffonnier, sont évoqués par Baudelaire dans ce texte. Et Baudelaire apprécie beaucoup Carl Vernet, et le graveur est Dubucourt, hein, Vernet ici et Dubucourt. Et pour Baudelaire, ce sont les peintres de la vie moderne, avant Constantin Guis. Il les évoque dans Le peintre de la vie moderne également. Et voici ce qu'il dit de Carl Vernet. « Un homme étonnant fut ce Carl Vernet, qui, entre parenthèses, est le père d'Horace Vernet, dont Baudelaire aura des choses beaucoup plus sévères à dire. Un homme étonnant fut ce Carl Vernet, son œuvre est un monde, une petite comédie humaine. » Association avec Balzac, et vous voyez à la fois les militaires et le monde burlesque parisien. Car les images triviales, Baudelaire connaît clairement cette série, hein, de gravures, car les images triviales, les croquis de la foule et de la rue, les caricatures, sont souvent le miroir le plus fidèle de la vie. Souvent même les caricatures, comme les gravures de mode, deviennent plus caricaturales à mesure qu'elles sont plus démodées. Ce n'est pas seulement, dis-je, au point de vue historique que les caricatures de Carl Vernet ont une grande valeur, elles ont aussi un prix artistique certain. Théorie baudelairienne qui est déjà là entre le circonstanciel et le prix artistique certain, l'éternel. Les poses, les gestes ont un accent véridique. Les têtes et les physionomies sont d'un style que beaucoup d'entre nous peuvent vérifier en pensant aux gens qui fréquentaient le salon paternel aux années de notre enfance. Ces caricatures de mode sont superbes. Et vous retrouvez l'association entre ces caricatures de la vie parisienne et les caricatures de mode. Carl Vernet est l'un des dessinateurs du journal des dames et des modes de la Mésangère, ce journal dont Baudelaire est aussi un lecteur, c'est un vieux journal à son époque, est un lecteur enthousiaste. Bon, ça c'est donc une gravure qui a été très souvent reproduite dans le XIXe siècle, montrant ce chiffonnier, et elle a été très rapidement reproduite sous la forme de lithographie, puisque la lithographie se répand plus facilement dans les rues. La voici dans une lithographie qui, comme il est écrit, c'est un exemplaire de la Bibliothèque nationale, date de 1831, mais elle a été reproduite plusieurs fois sous forme de lithographie gravée par Adam, lithographe, Carl Vernet. C'est dans une série de scènes et costumes divers qui nous montre bien la popularité de cette image du chiffonnier urinant au coin de la borne.
Je vous montre un dernier, Carl Vernet, qui montre l'intérêt de l'artiste pour ce personnage. C'est un dessin qui est au Louvre, chiffonnier debout, buste en avant, en pleine action, en train d'accrocher le chiffon au coin de la borne. Vous voyez que là, on est dans ces années 1819. La lithographie que j'ai montrée juste avant, c'est 1831. Je dirais que le chiffonnier est vraiment un personnage désormais autonome par rapport à l'ensemble de ces petits métiers parisiens. Et voici une vignette qui se trouve dans le livre d'Étienne de Jouy, qui s'appelle « Les ermites en liberté ». Étienne de Jouy, c'est le successeur de Mercier, qui écrit une sorte de tableau de la vie parisienne. Et c'est dans une chronique qui date de 1824, qui s'appelle « Le chiffonnier littérateur » ou ici « Le chiffonnier compilateur ». Et Étienne de Jouy raconte la rencontre pendant une nuit d'un chiffonnier littérateur ou compilateur qui devient une sorte de collectionneur d'écrits, qui collectionne et qui collationne les écrits qu'il trouve. Et vous voyez Étienne de Jouy rencontrant ce chiffonnier, toujours représenté de la même façon, au coin de la borne. Ce chiffonnier l'emmènera chez lui, dans sa mansarde du quartier. La rencontre a lieu... si mes souvenirs sont bons, rue de Richelieu, au-dessus du Palais Royal, qui reste le centre de ce Paris. Et ce texte est très intéressant, puisque je dirais que c'est l'une des premières fois qu'on a véritablement cette complicité entre le chiffonnier et l'écrivain. Le chiffonnier devient l'alter ego de l'écrivain. Et c'est ce qu'il restera pendant tout le XIXe siècle. L'écrivain a besoin du chiffonnier, le chiffonnier a besoin de l'écrivain, ils sont inséparables. Il y a une circularité entre eux qui est reproduite partout. Et donc on rencontrera souvent cette liaison du chiffonnier et l'écrivain dans le chiffonnier qui se prend pour un écrivain. C'est le thème on verra plus tard, du chiffonnier lettré, du chiffonnier philosophe. Donc ça, c'est 1824, et on peut dire que le chiffonnier devient dans ces années-là un personnage véritablement important dans l'imaginaire collectif français, c'est-à-dire dans l'imaginaire collectif parisien. On le rencontre dans la rue, mais on le rencontre dans les images, il est omniprésent. Et voilà une des caricatures qui me semble essentielle dans ce développement du mythe du chiffonnier, c'est la caricature de Charlet qui s'appelle « Voilà pourtant comme je serai dimanche » et qui représente un chiffonnier avec la hotte et le crochet, contemplant un ivrogne tombé au coin d'une borne devant un cabaret des barrières, vin de vigneron à 8 sols le litre, la puce travailleuse, noces et festins. C'est donc un cabaret qui est de l'autre côté de la barrière des fermiers généraux, puisqu'on allait boire au-delà de la barrière, car le vin y coûtait un tiers moins cher, sans l'octroi. Donc le chiffonnier est toujours ivre, c'est sa réputation, comme dans le poème de Baudelaire, le vin des chiffonniers. Le chiffonnier est toujours ivre, et cette image est très importante parce que, enfin je dirais pour beaucoup de raisons. Elle est importante, d'abord je suis tombé dessus parce que dans l'article caricature du dictionnaire de Larousse, du grand dictionnaire universel de Larousse du XIXe siècle, à l'article caricature, il décrit cette caricature, mais il ne dit pas qui en est l'auteur. Puis je l'ai trouvé un peu par hasard, que c'était de celle-là. Donc cette caricature est pour Larousse, plus tard dans le siècle, le prototype de la
caricature telle qu'elle se développe avec la lithographie. Elle date de 1822. Première raison, donc, c'est un modèle de la caricature, et le modèle de la caricature représente un chiffonnier ivre. Deuxième raison, c'est que cette phrase « Voilà pourtant comme je serai dimanche », elle existe depuis longtemps. C'est une devise que l'on trouvait avant la Révolution, à l'âge classique, mais le héros n'en était pas un chiffonnier, c'était un savetier. Savetier, personnage important dans les représentations, là aussi depuis toujours, c'est le savetier qui représentait le métier exemplaire et de l'ivresse. Donc le chiffonnier se substitue au savetier dans cette représentation de l'ivresse populaire. Le savetier est, je dirais, marginalisé par le chiffonnier. Puis alors évidemment, la troisième raison qui est essentielle, c'est que le chiffonnier est au garde à vous, au présenté armes. Il présente les armes avec son crochet. Et c'est pourquoi Charlet s'intéresse à lui, parce que Charlet, c'est l'artiste bonapartiste. Charlet ne représente que des militaires. S'il représente un chiffonnier, c'est parce que ce chiffonnier est un ancien soldat. C'est un grognard de la Grande Armée, et cela nous confirme que de nombreux chiffonniers, sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, et encore sous le Second Empire, sont d'anciens soldats qui se reclassent ou se déclassent de cette manière. Donc, il présente les armes, et c'est la raison pour laquelle Charlet s'y intéresse. Alors, je vous rappelle ce que dit Baudelaire de Charlet. Baudelaire n'aime pas du tout Charlet parce qu'il est bonapartiste et militariste. Donc, dans les quelques caricaturistes français, il est très sévère à son égard. « Je suis assez embarrassé pour m'exprimer d'une manière convenable mon opinion sur Charlet. C'est une grande réputation, une réputation essentiellement française, une des gloires de la France. » C'est lui qui a illustré le mémorial de Sainte-Hélène. Il est connu comme toutes les représentations de Bonaparte qui circulent, c'est des Charlets. Il a réjoui, amusé, attendri aussi, dit-on, toute une génération d'hommes vivant encore. J'ai connu des gens qui s'indignaient de bonne foi de ne pas voir Charlet à l'Institut. Je sais que c'est jouer un assez vilain rôle que de venir déclarer aux gens qu'ils ont eu tort de s'amuser et de s'attendrir d'une certaine façon. Il est bien douloureux d'avoir maille à partir avec le suffrage universel. Cependant, il faut avoir le courage de dire que Charlet n'appartient pas à la classe des hommes éternels et des génies cosmopolites. Ce n'est pas un caricaturiste citoyen de l'univers. Si l'on me répond qu'un caricaturiste ne peut jamais être cela, je dirais qu'il peut l'être plus ou moins. C'est un artiste de circonstance et un patriote exclusif. Et on voit toujours cette dichotomie baudelairienne entre la circonstance et l'universel. C'est un artiste qui s'épuise dans la circonstance, patriote, bonapartiste, etc. C'est un petit esprit, dit-il. En résumé, fabricant de niaiseries nationales, commerçant patenté de proverbes politiques, idole qui n'a pas en somme la vie plus dure que toute autre idole, il connaîtra prochainement la force de l'oubli, et il ira, avec le grand peintre et le grand poète, ses cousins germains en ignorance et en sottise, dormir dans le panier de l'indifférence, comme ce papier inutilement profané qui n'est plus bon qu'à faire du papier neuf. Et vous voyez que Baudelaire fait tout de même allusion au chiffonnier. Le panier de l'indifférence. Qu'est-ce que c'est que le panier de l'indifférence ? C'est ça, où on retrouve le papier profané qui n'est plus bon qu'à faire du papier neuf. Bon, on sait que Delacroix n'a pas apprécié cette attaque de Baudelaire contre Charlet. Baudelaire dira qu'il a été tancé par Delacroix à ce propos, et Baudelaire corrigera un peu en disant que Charlet est le noble historien des grognards. Voici donc ces grognards qui sont là. Mais je pense que cette caricature est tout à fait
cruciale dans le développement de cette représentation du chiffonnier. Et elle est tellement cruciale qu'on la trouve citée un peu partout. Vous voyez la position de l'ivrogne. Cette position de l'ivrogne de Charlet, c'est celle qui deviendra, standard dans la caricature du XIXe siècle. Voici l'ivrogne de Daumier, au coin de la borne, exactement dans la même position, cet ivrogne de Daumier. Daumier, qui est un disciple de Charlet, c'est l'ivrogne qui vend son vin contre une borne, et on en trouverait beaucoup d'autres. Ça, c'est une gravure de 1842, une gravure sur bois, où ce Gavarni, vous voyez, l'ivrogne est toujours dans la même position contre la borne, avec cette légende de Gavarni. Il a faim, paresse, moi aussi j'ai faim, mais je prends la peine d'aller dîner. Ce qui peut peut-être nous expliquer pourquoi Baudelaire émet des réserves à propos de Gavarni quand il dit pour apprécier Gavarni, il faut lire les légendes. Gavarni, c'est un littérateur. Sans la légende, l'image ne fait pas grand sens, à la différence de Daumier. Ou encore, cette image très intéressante, parce que c'est encore un Gavarni de 1839. Quelle est la légende de ce Gavarni? On ne la voit pas là, mais c'est « Voilà pourtant comme je serai dimanche ». Donc il reprend, c'est une allusion directe à la caricature de Charlet, et ça représente un jeune homme chicard chez son tailleur, impatient de revêtir le nouveau costume. Il consulte cette gravure de mode, tandis que son tailleur lui prépare le costume. Et je crois que ça nous montre bien comment cette image du « voilà pourtant comme je serai dimanche », qui est à la gloire du chiffonnier, une sorte d'apothéose du chiffonnier, devient une représentation tout à fait essentielle. Et je vous montre l'image parallèle, parce que Charlet avait fait en 1822 ces deux images, l'autre qui s'appelle « École du balayeur ». Et donc il y a le balayeur et le chiffonnier, et on voit que le balayeur, ce sont des soldats. Vous voyez que là-bas, là derrière, il y a une rangée de balayeurs qui tiennent leur balai comme si c'était des fusils. Et la légende dit, c'est l'instruction des balayeurs, saisir le balai avec la main droite à hauteur du dernier bouton de la veste, la main gauche à hauteur de l'œil, pour ceux qui en ont. Et donc, c'est tenir le balai pour ces vétérans de la Grande Armée. Alors, c'est intéressant puisque ces deux images, voilà pourtant comme je serai dimanche, et l'école du balayeur, elles sont souvent confondues dans la suite du siècle. Par exemple, Balzac. Balzac pense que c'est sur celle-ci qu'il y a un chiffonnier. Chiffonnier et balayeur sont confondus. Mais vous voyez que le chiffonnier, à partir de ces années 1820, élimine en quelque sorte tous les autres petits métiers parisiens. Et je vous montre un autre chiffonnier de 1825, de Pigalle, celui-ci. Pigalle, scène populaire, où on voit un chiffonnier avec crochet, hotte, et vous voyez qu'il ramasse les animaux. Les chiffonniers ramassaient les chats et les chiens morts dans les rues de Paris, où souvent il les tuait pour les ramasser. Et voilà que ce chiffonnier qui, devant la borne, il voit un chien qui a répandu son sang dans la borne, et la légende dit « ce que c'est que de nous ». Ce que c'est que de nous, scène populaire. Alors, là aussi, Baudelaire parle de Pigalle dans quelques caricaturistes français. Il le préfère à Charlet. Un de ceux, dit-il, qui, après Vernet, marquèrent le plus fut Pigalle. Les premières œuvres de Pigalle remontent assez haut. Pigalle est tout autre chose que Carl Vernet, que je vous montrais tout à l'heure. Sa manière sert de transition entre la caricature telle que la concevait celui-ci et la caricature plus moderne de Charlet. Alors, je crois que Baudelaire sent bien que Charlet, même s'il ne l'apprécie pas,
Charlet est celui qui est déterminant pour la caricature moderne. Charlet, dit-il, qui est de la même époque que Pigalle, est l'objet d'une observation analogue. Le mot moderne s'applique à la manière et non au temps. Donc il reconnaît, même s'il déteste ce Charlet patriote, Baudelaire reconnaît qu'il y a en lui une manière moderne opposée à celle-ci. Revoyez le Charlet et le Pigalle. Alors on en trouverait beaucoup de ces chiffonniers qui sont d'anciens grognards durant cette période. En voici encore un à gauche de Jean Gigou. Alors Jean Gigou est un personnage que Baudelaire a connu aussi, puisque c'est lui qui a fait le frontispice de Pierre Dupont, ami de Baudelaire, sur lequel Baudelaire a écrit 2 articles. Et ça, c'est le frontispice de l'article de Baudelaire. C'est l'article de Baudelaire qui porte ce frontispice de Gigou. Et vous voyez que là aussi, le chiffonnier avec ses béquilles, avec une béquille et le crochet qui lui sert de canne, est assez manifestement un invalide ancien grognard, et on verra beaucoup de chiffonniers de cette nature. Ou une gravure que j'aime beaucoup de Granville, des Métamorphoses du jour, donc de 1828, où le chiffonnier, c'est intéressant parce que le chiffonnier est dans le fond de la scène, il n'est pas un des protagonistes. Ce sont ces deux-là qui se disputent et la légende est « Tu veux m'empêcher de siffler, grand serein, je te dis de te taire, vilain merle ». Donc ce sont ces deux-là qui se disputent, mais le chiffonnier est évidemment très présent ici. C'est lui qui désigne au fond la scène parisienne, avec toujours le tas d'ordures, le crochet, la hotte. Et le chiffonnier est représenté comme un cochon. Le cochon est le grand chiffonnier de la nature, omnivore, celui qui ramasse et recycle tout. Il est tout à fait traditionnel, donc représenter le chiffonnier en cochon. Et puis vous remarquez qu'il porte un pantalon Garance avec un galon doré. C'est bien un ancien militaire que ce chiffonnier. Alors c'est seulement le premier tirage où on a ce pantalon rouge avec le galon doré, et j'ai eu un peu de mal à l'obtenir parce qu'il y avait d'autres tirages qui étaient déjà numérisés que la Bibliothèque nationale me donnait, et je tenais absolument à avoir ce galon jaune qui nous montre bien la proximité du chiffonnier et du grognard durant cette période. Alors vous remarquez aussi que le chiffonnier porte désormais un numéro sur sa hotte. Alors là aussi, c'est capital. Je vous ai dit que cette gravure date de 1828 ou 1829, et c'est à partir de 1828 que la préfecture de police oblige les chiffonniers à s'enregistrer et donc à porter un numéro avec une médaille, et toutes les caricatures sont sensibles à ce fait. Donc militaire médaillé. Et alors cette caricature, évidemment, est très intéressante parce que c'est celle-là que Hugo reproduit. Hugo reproduit des chiffonniers pour ses enfants, c'est ce que j'avais mis en frontispice. C'est Pista chiffonnier qui est passé en vente il y a quelques années à Paris, dans une vente. C'est un dessin de 1832, et ça fait partie de ces dessins que Hugo faisait pour ses enfants, très marqués par les caricatures de Granville. Vous voyez que c'est le Granville de l'image précédente qui est ici reproduit, très schématisé, puisqu'on a juste les 2 jambes et la tête, et il ne reste plus que la hotte, mais c'est un dessin de Hugo qui est, me semble-t-il, très beau et qui résume... Enfin, en lui, on a véritablement le concentré de l'essence du chiffonnier du XIXe siècle à Paris. Alors, pour marquer encore cette importance considérable que prend le personnage, je m'arrête à cette caricature de Daumier.
c'est l'une des toutes premières caricatures de Daumier. C'est le numéro 8 dans le catalogue de Daumier. C'est une caricature de juillet 1830. Souvenir du 29 juillet 1830. C'est donc une lithographie et nous y voyons deux chiffonniers qui sont d'anciens soldats. Vous voyez qu'ils portent celui-ci le bonnet de police, le calot, et la légende est celle-ci. Il a raison le moutard, et oui, c'est nous qu'a fait la révolution, et c'est eux qui la mangent. La galette, et c'est eux qui la mangent, la galette. Il a raison le moutard, c'est nous qu'a fait la révolution, et c'est eux qui la mangent. Bon, c'est les chiffonniers qui s'en prennent à Louis-Philippe, qui a récolté les fruits de la Révolution. C'est une caricature de septembre 1830. Donc c'est après les journées de juillet et après les journées d'août et l'approbation du pouvoir de Louis-Philippe. Alors ce qui est évidemment très intéressant, vous voyez que c'est un Daumier qui ressemble encore beaucoup à Charlet. Ce n'est pas encore vraiment du Daumier. Et il a raison le moutard, ils font référence à la lithographie qui est ici et qui porte cette légende. Donc c'est très intéressant, on a une lithographie dans la lithographie qui nous montre en passant comment on vendait les lithographies à Paris à l'époque. C'est donc une échoppe en pleine rue avec les pavés qui s'ouvrent un petit peu comme on a au bord de la Seine encore les livres dans les boîtes vertes. Et il y a les cartons et les lithographies qui sont exposées sous un petit auvent. Vous voyez qu'il y a un drapeau tricolore, là derrière, à la fenêtre. On est véritablement dans l'après-juillet. Et il y a donc une allusion à une lithographie qui est là. Et la lithographie qui est là, eh bien, c'est cette lithographie de Charlet, précisément, que Daumier cite à peu près, où on a comme légende, ceux-là qui se bat pour la galette, c'est pas celui-là qui la mange. Il attrape les bons coups et puis c'est bon. Et dans le fond de la scène, on a deux gamins qui se battent pour une galette, tandis que le chien s'empare de la galette. Et le garçon est un balayeur ou encore un décrotteur, puisqu'on voit que la petite fille a le bras qui est plongé dans une botte qu'elle est en train de décrotter. Et on est au coin d'une borne. Au-dessus de la borne, on voit l'inscription « Traité de philosophie ». Les affiches étaient au coin des bornes, et c'est une allusion à ce comportement philosophique du chiffonnier. Alors, Baudelaire dit « Les commencements d'Honoré Daumier ne furent pas très éclatants ». Parce que pour lui, c'est encore du Charlet. C'est encore du Charlet, et ce n'est pas encore véritablement le Daumier qui se révélera dans la caricature. Dans la caricature et dans le Charivari, les grands périodiques après 1830. Mais on voit bien ici qu'on a encore une caricature qui a été très souvent reproduite dans le siècle et qui marque beaucoup notamment Baudelaire. Et voici le Charlet, un autre Charlet qui représente le marchand de dessins lithographiques, très célèbre, dont vous voyez que c'est en somme celui-là que copie également Daumier. Donc derrière cette caricature de Daumier, il y a ces deux Charlet. Et on voit bien le rapport. Alors pour Baudelaire, eh bien c'est Daumier, évidemment, qui est capable de s'échapper de la circonstance pour rejoindre l'essentiel. Et on a retrouvé dans les papiers de Daumier une copie manuscrite du poème de Baudelaire, Le vin des chiffonniers, passé lui aussi en vente il y a quelques années. Donc Baudelaire a donné à Daumier une copie d'une première version de son poème, Le vin des chiffonniers. Bon, il y a donc beaucoup de chiffonniers de Daumier. Je m'arrêterai à quelques-uns parce qu'ils sont particulièrement symboliques. Celui-ci, dans l'histoire ancienne, où c'est Diogène représenté en chiffonnier.
j'ai dit, il y a ce topos du chiffonnier philosophe qui a choisi cette activité pour être libre, pour n'avoir pas de patron, et qui est, comme Diogène, avec sa lanterne, à la recherche d'un homme. Et la légende dit, dans ce chiffonnier de Daumier, que fait donc Diogène avec une lanterne ? Se disaient des dandys à l'élégant maintien, messieurs, je cherche un homme, et de mon œil lanterne, je n'en vois pas, dit-il. Ce mot les vexa bien. Essai poétique de M. de Rambuteau. Rambuteau qui est le préfet de police de Paris. Donc il y a là un vrai lieu commun du chiffonnier philosophe. Je crois qu'aucune caricature ne l'emblématise mieux que celle-là. Il est représenté comme le modèle de l'homme libre au XIXe siècle, opposé notamment à l'ouvrier. L'ouvrier qui a un patron, alors que le chiffonnier est un petit entrepreneur, un petit industriel. Et toute l'époque hésite justement à faire de lui un marginal qu'il faut réprimer, ou alors un petit industriel qu'il faut inciter à son activité. Autre caricature de Daumier, j'en prends quelques-unes parce qu'elles montrent qu'elles couvrent toute la période. Caricature de Daumier dans les années 40. Vous voyez toujours l'ivrogne au coin de la borne. Et la légende dit « Ne laissez pas votre ami dans cet état-là. Ça, mon ami, c'est mon portier. » Et c'est une caricature qui est aussi très importante puisqu'elle nous montre ce rapport du chiffonnier et du portier parisien. Le chiffonnier et le portier sont complices ou compères, et le chiffonnier a besoin de ces rapports privilégiés avec les portiers qui lui laissent fouiller les ordures. Ou quelques caricatures de Daumier, mais qui, je vais vite parce qu'elles couvrent toutes les années, mais qui nous montrent que ça se poursuit longtemps jusqu'à la fin de l'activité de Daumier. Celle-ci, qui date de 1867, très intéressante, puisque le chiffonnier, c'est Chronos, et que le crochet du chiffonnier se transforme en faux. C'est la faux du temps de la mort, et c'est une autre des représentations du chiffonnier qui traverse l'époque. Le chiffonnier, c'est au fond l'instrument du jugement dernier. Vous avez vu comment Baudelaire l'assimilait à l'oubli. C'est à la fois l'oubli et la mémoire, puisque dans la hotte du chiffonnier, tout se retrouve. Et là, bon, je crois qu'on n'a pas mieux que ce Chronos en chiffonnier. Et celle-ci qui m'intéresse encore, puisqu'elle date de la guerre de 1870 et va au fond jusqu'à la fin de la période, et la légende est « Pauvre commission extra-parlementaire, probablement qu'on veut faire place au bulletin de victoire ». C'est à l'époque de Sedan, et donc de la défaite de cet empire favorable aux chiffonniers. Et puis on voit aussi une très belle, qui a été très souvent reproduite des années 30 aux années 60, un daumier très simple, très épuré, représentant ce chiffonnier au coin de la borne. Quelques chiffonniers de Gavarni, pour aller vite, au coin de la borne, l'autre, vous voyez, au coin de la borne, le chiffonnier traditionnel, et je rappelais les réserves de Baudelaire à l'égard de Gavarni, qui disait que sans la légende, on n'apprécie pas Gavarni à la différence de Daumier. Et beaucoup de chiffonniers de Gavarni, évidemment. J'en montre un seul autre qui me plaît bien, c'est celui-ci, parce que je n'ai pas encore parlé des chiffonnières. Voici deux chiffonnières. Et l'une dit à l'autre, « Je dois me connaître en châle mieux que toi, Manon, qui n'a jamais porté que des cachemires d'osier, moi qui ai porté des cachemires de l'Inde. » Alors,
Bon, ça fait allusion au petit nom de la hotte. La hotte du chiffonnier est traditionnellement appelée le cachemire d'osier. Cachemire d'osier, pourquoi? Parce que le cachemire est le premier bien des courtisanes. Le premier objet qu'une courtisane se fait offrir par l'homme qui l'entretient, c'est vraiment son capital dont elle ne se séparera jamais, c'est son cachemire. Le cachemire ne s'use pas, il peut toujours se revendre. Et le sort des courtisanes, c'est de devenir chiffonnière. C'est comme on devient de grognard chiffonnier, de courtisane, on devient chiffonnière. Et donc on a là cette mise en scène de cet autre cliché de la chiffonnerie que l'association de la courtisanerie et de la chiffonnerie. Enfin, je voudrais parler un petit peu d'un troisième, puisque le grand caricaturiste des chiffonniers, auprès de Daumier et de Gavarni, avec ce début avec Charlet, c'est Traviès. Traviès, caricaturiste que Baudelaire apprécie beaucoup, qu'il a bien connu et qu'il appelle le prince du guignon, puisque c'était un caricaturiste qui partageait la vie des chiffonniers. C'est tout proche des chiffonniers et c'est celui qui en a représenté, me semble-t-il, le plus. Baudelaire écrit à son propos, et c'est un moment où Traviès a disparu, n'est plus actif et est devenu lui-même un marginal. Traviès, dit-il, ce prince du guignon, a un profond sentiment des joies et des douleurs du peuple. Il connaît la canaille à fond et nous pouvons dire qu'il l'a aimée avec une tendre charité. Ces chiffonniers, d'ailleurs, sont généralement très ressemblants et toutes ces guenilles ont l'ampleur et la noblesse presque insaisissables du style tout fait tel que l'offre la nature dans ses caprices. Donc, grand éloge de ce caricaturiste par excellence du chiffonnier, dont voici quelques chiffonniers que je vais vous montrer. Les photographies ne sont pas très bonnes parce qu'elles sont prises par moi aux estampes, elles ne sont pas numérisées, c'est pris avec mon téléphone. Mais voici par exemple celle-ci, enfoncée, troupier, lecture de la grande ordonnance du 1er septembre 1828. Donc c'est l'ordonnance du préfet de police qui est affichée au-dessus des bornes, et voilà les chiffonniers, la chiffonnière, 4 chiffonniers, une chiffonnière et un gamin, en train de lire l'ordonnance qui réglemente la chiffonnerie à partir de 1828 et qui la réglementera pendant toute la période que je considère, c'est-à-dire l'obligation d'être enregistré, d'être métaillé, de travailler à certaines heures, l'interdiction d'avoir un chien, même si tous les chiffonniers ont un chien, l'obligation de rapporter au commissariat les objets perdus. Le chiffonnier a le droit de ramasser les objets abandonnés, mais non pas les objets perdus. C'est-à-dire que s'il trouve un objet de valeur, un billet de 1000 francs, une cuillère en argent, il doit les apporter au commissariat. Donc c'est cette ordonnance qui fait beaucoup de bruit dans la chiffonnerie en 1828, qui est souvent représentée. Elle est représentée ici donc par Traviès. La voici représentée par un autre qui est Platel. Et voici une médaille. Je vous ai mis une médaille là pour que vous voyez ce que c'est que la médaille que le chiffonnier doit porter. Il y en a beaucoup au musée Carnavalet. Celle-ci est ancienne puisque c'est le numéro 755. Elle date de peu après 1828. C'est JPD Basselier, chiffonnier. Et voilà les chiffonniers toujours devant l'ordonnance de police. Vous voyez qu'on là, on est très loin de la tradition Daumier, Gavarni ou Traviès. On est plutôt plus près de Pigalle. Voici un autre Traviès des années 1828, intéressant, puisqu'on a souvent le couple chiffonnier et chiffonnière. Pas si fort, vieille rosse, à la chiffonnière qui lui gratte le dos avec le crochet. Chacune de ces caricatures de Traviès saisit très bien un cliché de la chiffonnerie. Celle-ci, entre le chiffonnier, vous voyez qu'on est à la barrière, et un jeune gandin, et la légende est
numérote tes membres que je te démolisse. Entre le chiffonnier ivre avec son crochet qui dépasse et le jeune homme. Ou celle-ci, intéressante aussi, c'est pas pour dire, le chiffonnier qui s'adresse à l'artiste, c'est pas pour dire, mais je crois que j'aurai de l'idée pour votre état. L'alter ego du chiffonnier et de l'artiste, ou celle-ci, qui est intitulée Barrière du Maine. La barrière du Maine était la barrière la plus proche du quartier de la chiffonnerie. Le quartier de la chiffonnerie, c'était le faubourg Saint-Marcel, la rue Mouffetard. La barrière du Maine, en gros, c'est aujourd'hui l'emplacement de la tour Maine-Montparnasse. C'était là qu'était la barrière du Maine, donc c'est là qu'était le premier cabaret, et c'est le cabaret habituel de Traviès. Et le chiffonnier devant les lecteurs du Constitutionnel, envlati des philosophes. Bon, voici, ça c'est encore un mythe, c'est la fille de la chiffonnière, la fille du chiffonnier qui vient chercher son père ivre et qui porte la hotte, qui vient chercher ivre à la barrière. La fille du chiffonnier est un personnage mythique au XIXe siècle, parce que, pourquoi ? Parce que les chiffonniers, c'était eux qui trouvaient les enfants abandonnés. Les enfants étaient abandonnés au coin des bornes. Et il y a donc une tradition qui associe le chiffonnier à l'enfant trouvé. Soit il l'emmène aux enfants trouvés, soit il le garde. En général, c'est une fille dont on apprendra, qui se révélera plus tard être la fille d'un grand aristocrate. Mais la fille du chiffonnier est un personnage qui traverse la littérature et les images du siècle, ou encore celle-ci, qui date de la Révolution de 1830, un chiffonnier qui s'écrit « Au fait, tous les Français sont naturellement susceptibles aux emplois civils et militaires. » Ou, oui, elles sont innombrables, ces caricatures des chiffonniers de Traviès, il faudrait consacrer quelque chose rien qu'à elles. Celle-ci qui nous représente une bataille de chiffonnières, et qui est intitulée « Ce qu'il y a de plus affreux dans l'univers ». Bon, c'est très intéressant parce qu'il y a un recto et un verso. Ça, c'est le recto, ce qu'il y a de plus affreux dans l'univers, la bataille de chiffonnières. Et le verso, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre, et c'est une gravure d'Achille de Véria. Traviès, dit-on, ne savait pas représenter les femmes. Dans les caricatures de Traviès où il y a des femmes, pas les vieilles chiffonnières, les jeunes femmes, c'était Charles Philippon qui les faisait, puisque tout ça a été publié par Philippon. Je passe, en voilà une de son personnage de Mailleux, et voici des petits chiffonniers dans des Macédoines de Traviès, amusantes, puisqu'on a là le chiffonnier avec, vous voyez, quand on veut le symboliser, il a le bonnet de police, le calot, le brûle-gueule, le crochet, qui s'appelle un set, et l'os qui dépasse c'est vraiment comme ça qu'il est toujours représenté, l'os qui dépasse de la hotte. Et on a beaucoup de petits chiffonniers comme ceux-là de Traviès, dans des Macédoines, comme ceux-ci, là, vous en avez un, ou une, je ne sais pas très bien. Ça s'appelle Pâture de choléra. C'est au moment du choléra de 1832, où les chiffonniers ont joué un rôle important. Ou encore celui-ci, ce chiffonnier, c'est toujours en 1832, au moment des insurrections républicaines, le roi nous a gratifié d'une poignée de main. Donc je crois qu'il y a même 2 chiffonniers dans cette caricature de Traviès. Bon. Et voici le plus célèbre des Traviès, c'est le chiffonnier philosophe. Liard, chiffonnier philosophe, c'est un chiffonnier célèbre des années 1830. C'est un chiffonnier qui parle grec et latin. C'est l'une des gravures les plus célèbres de chiffonniers du XIXe siècle. Vous voyez qu'on est toujours à la barrière, 20 à 6 sols. Je ne me souviens plus exactement de la légende. Vous avez tout de même noce ici, et la tonnelle
avec les ivrognes sous la tonnelle ici. On en verrait donc beaucoup de ces chiffonniers parlant latin. En voici un de Gavarni, parle latin. Voici une gravure à laquelle j'attache pas mal d'importance dans le livre. C'est le chiffonnier qui serre la main de Louis-Philippe au moment des insurrections républicaines de 1832. Et dans le fond, vous avez la garde nationale en bonnet, les pavés des journées d'insurrection de juin 1832, celles que Victor Hugo raconte dans Les Misérables. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup de Traviès qui est le caricaturiste du chiffonnier, qui montre souvent le couple, chiffonnier et chiffonnière. Un autre avec la légende « Je n'aime pas l'auteur qui a dit « Il est défendu de déposer des ordures le long des murs ». Celle-ci est intéressante parce que c'est aussi un cliché de la chiffonnerie. C'est le chiffonnier qui demande au jeune Gandin « Voulez-vous me permettre d'allumer mon brûle-gueule » au cigare du jeune Gandin. Ça aussi, c'est une représentation qu'on trouve souvent. Voici une gravure de Bélanger qui s'appelle « Les extrêmes se touchent ». Les extrêmes se touchent, le bourgeois et le chiffonnier. Et les extrêmes se touchent, ça nous renvoie à la Révolution française et au renversement des valeurs. Voici encore une de Traviès intéressante, une belle gravure, puisque c'est un écrivain qui demande au chiffonnier « Mon brave, vous n'auriez pas relevé ma pièce », sa pièce jetée parce qu'elle a été refusée au théâtre, et il voudrait la retrouver dans les ordures, et il se demande si le chiffonnier n'a pas récupéré sa pièce. Chiffonnier et chiffonnière, voici une page qui nous montre les chiffonniers que Traviès a dessinés pour les Français peints par eux-mêmes, le grand livre des Français peints par eux-mêmes. Et vous voyez que je voulais vous montrer toute la page parce qu'on a bien ce parallèle entre le flâneur et les chiffonniers. Le flâneur, c'est celui qui se promène dans Paris, le bourgeois, le jeune bourgeois. Et le chiffonnier, c'est le flâneur populaire. Il y a un grand rapprochement qui est fait entre les deux. Alors, il y a encore beaucoup d'autres représentations du chiffonnier qu'on peut trouver durant cette période. Par exemple, dans les années qui suivent, Gustave Doré. Voilà toute une page d'études de chiffonnier, une lithographie de 1849. C'est vraiment la grande époque, avant la Révolution de 48 et après, où le personnage est vraiment omniprésent. Donc, c'est toute une page de chiffonnier de Gustave Doré, ou encore une illustration par Gustave Doré des aventures du baron de Munchausen. Et un personnage qui est fils, c'est une généalogie typique, fils d'un balayeur et d'une chiffonnière. Et la représentation de Doré est celle-ci. Le couple standard, le balayeur et la chiffonnière. Je crois que là, on est vraiment dans ces années autour de 1800, avant et après 1848, dans véritablement le sommet de la représentation du chiffonnier comme personnage essentiel de la vie parisienne. Et j'en veux pour preuve cette photographie qui est au musée d'Orsay, cette photographie de Charles Nègre qui représente le petit chiffonnier appuyé contre une borne devant le 21 quai de Bourbon, qui est l'immeuble où habite Charles Nègre. Et bon, cette photographie est importante parce qu'elle est considérée dès le moment comme l'une des premières photographies d'art. Elle date de 1851, c'est donc très tôt, photographie d'art. C'est le petit chiffonnier qui évidemment pose, puisqu'on pose longtemps pour faire une telle photographie. Et vous voyez qu'il a appuyé cette hotte qui est immense par rapport à la taille du petit chiffonnier, et vous voyez qu'elle a la même taille que la borne sur laquelle elle est appuyée. Alors je crois que cette photo est importante. On voit de nouveau
ce bonnet de police que porte le petit chiffonnier, mais ça nous montre comment le chiffonnier est devenu un modèle culturel. C'est une photo d'art, c'est une photo posée. Et on entre dans une période où, au fond, c'est dans la rue, mais ça pourrait être dans un atelier, une photographie comme celle-ci. Alors il y a beaucoup de chiffonniers, mais à ce moment-là, je dirais qu'il y en a peut-être même un peu trop sous le Second Empire, que la représentation se vulgarise. Je vous en montre 2 ou 3. Celui-ci d'un peintre américain, Thomas Waterman Wood, ragpicker, qui était à Paris, qui était aux Beaux-Arts. Et celui-ci m'intéresse assez puisque c'est une représentation assez rare où le tas d'ordures est au fond assez réaliste dans sa façon d'être représenté, de même que le contenu de la hotte, par opposition au chiffonnier très épuré de Manet, dans cette aquarelle qui se trouve également qui se trouve au Louvre, au département des arts graphiques du Louvre. Alors, est-ce encore un chiffonnier dans cette stylisation de la représentation? Je n'en suis pas sûr. Je me demande si ce n'est pas plutôt un cheminot ou alors un marchand d'eau. Voici un bon vin contemporain de Courbet, peintre que Baudelaire a bien connu, dont le titre est « Le marchand d'eau ». Ça aussi, c'est passé en vente à Paris il y a quelques années. Et vous voyez que le marchand d'eau, il a un havresac. Il n'a pas la hotte et le crochet. Il a le bâton et le sac sur l'épaule. Le chiffonnier, donc, sous la période du Second Empire, il devient, je dirais, vulgarisé. Il est partout. Je vous montre encore cette représentation du chiffonnier. C'est une carte. C'est une carte intéressante. Elle date du début de 1870. C'est fait par Paul Adol, qui a fait aussi un très beau chiffonnier que je montre dans le livre. Nouvelle carte d'Europe dressée pour 1870. Et vous voyez que tous les pays d'Europe sont représentés de manière allégorique. Et comment est représentée la Russie? La Russie est représentée en croque-mitaine. Et ça nous donne une autre assimilation que je n'ai pas encore évoquée, c'est celle du chiffonnier et du croque-mitaine. Et la légende décrit tous les pays, et la Russie ressemble à un croque-mitaine qui voudrait remplir sa hotte. Elle est en train de fondre sur l'Europe. Mais je dirais qu'après 1870, c'est un peu la fin. C'est pour ça que j'ai appelé mon exposé « Grandeur et décadence ». Après 1870, le chiffonnier, je dirais, n'est plus aussi indispensable à l'économie de la grande ville parisienne. La période de la Commune lui a été assez fatale. Dans la Commune, d'abord, il n'y a plus d'ordures à fouiller. Les périodes révolutionnaires ne sont pas bonnes pour les affaires du chiffonnier. 1848 a été mauvais, la Commune est très mauvaise, et puis la Commune a eu pour conséquence la mise au premier plan de l'hygiène après 1870. Et les ordures déposées dans les rues de Paris, au coin des bornes, d'abord il y a de moins en moins de bornes, puisque Haussmann les a remplacées par des trottoirs à peu près partout, il y a de moins en moins de bornes, et les ordures sont associées au choléra. J'ai parlé du choléra de 1832. Les chiffonniers sont chassés de Paris intramuros. Et le quartier de la chiffonnerie, qui était jusque-là, je disais, la rue Mouffetard et le faubourg Saint-Marcel, est nettoyé des chiffonniers. Et le quartier de la chiffonnerie devient ce qu'on appelle la route de la révolte, la route qui va de la Porte-Maillot
à la porte de Clichy, en passant par la porte d'Asnières. C'est la route qui avait été faite par Louis XV pour aller de Versailles à Saint-Denis sans passer par Paris. Et donc c'est le quartier que j'ai encore connu dans mon enfance, qui était le quartier des bidonvilles entre Asnières et Clichy. C'est là que se concentre la chiffonnerie à partir des années 1870. Donc les chiffonniers ne sont plus des personnages parisiens omniprésents parce qu'ils vivaient dans Paris intramuros. D'abord, Paris a gagné, ce n'est plus le Paris des 11 arrondissements, c'est le Paris des 20 arrondissements qui a englobé tout ce qui était au-delà de la barrière des fermiers généraux, et les chiffonniers ont été repoussés au-delà. Et je dirais que c'est un changement de modèle qui est très bien représenté dans les multiples représentations de chiffonniers qui sont données par Jean-François Raffaelli. Jean-François Raffaelli qui a donné d'innombrables peintures et dessins du chiffonnier et que Degas appelait le Raphaël des chiffonniers. Alors je vous en montre un seul, il y en a d'autres dans mon livre, c'est le chiffonnier éreinté, une eau-forte de 1879. Alors pourquoi Raffaelli a dessiné et peint tellement de chiffonniers? C'est parce que pendant cette période-là, il était installé à Asnières. Donc les chiffonniers étaient devant lui, et vous voyez qu'on les voit dans un site chez Raffaelli qui n'est plus la rue de Paris. Les représentations du chiffonnier de Raffaelli sont dans la zone qui est non constructible, qui n'est plus du tout le même contexte urbain que l'on avait jusque-là. Et voilà, je dirais, un chiffonnier qui disparaît. Et donc, j'aime beaucoup cette représentation de Seurat, qui date de 1883. Donc, c'est un dessin au crayon sur papier qui s'appelle « Le chiffonnier philosophe ». Donc, il retrouve toute cette thématique très ancienne du chiffonnier philosophe, qui remontait, on l'a vu, aux années 1820. Le liard philosophe de Traviès, c'est 1832. Donc on a toute cette continuité du chiffonnier philosophe, mais ce chiffonnier philosophe de Seurat en 1883, vous voyez qu'il se perd dans la brume, dans l'ombre, qu'il est véritablement en train de s'évanouir. Et 1883, eh bien pour moi, c'est la date qui marque la fin de la période qui m'intéresse, tout simplement parce que c'est la date de l'invention de la poubelle, par le préfet Poubelle, qui publie un arrêté à l'automne de 1883, obligeant les Parisiens à déposer leurs ordures dans un récipient avec un couvercle. Et comme vous le savez, ce récipient prendra très vite le nom du préfet lui-même. Mais c'est une date tout à fait capitale, puisque les chiffonniers protestent en vain. Il y a des auditions très intéressantes des chiffonniers à l'Assemblée nationale, qui nous donnent beaucoup de renseignements sur leur métier. Le décret du préfet Poubelle est corrigé à la marge au printemps de 1884. On y ajoute l'autorisation pour les chiffonniers de renverser les poubelles sur une toile cirée pour fouiller le contenu des poubelles, à condition ensuite de vider la toile cirée dans la poubelle. Mais les chiffonniers se plaignent que dans une poubelle, les chiffons sont souillés, les os sont broyés, et on ne peut plus faire un tri propre de ces matières, alors que jusque-là, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais jusqu'aux années 1880, les ordures de Paris étaient recyclées à 100%. Tout était utilisable, et ce qui restait, une fois que tout le monde était passé pour ramasser parmi les ordures ce qui pouvait l'intéresser, il restait ce qu'on appelait la boue, que les boueux, quand j'étais enfant on parlait encore des boueux, que les boueux ramassaient
et qu'il vendait à un bon prix de l'autre côté des barrières aux maraîchers pour faire les meilleures asperges d'Argenteuil. Donc la boue de Paris avait une valeur en 1880, mais je dirais que c'est fini et qu'on voit bien avec ce chiffonnier de Seurat la fin de l'époque. Alors ensuite, il y a une mythologie, les rois du ruisseau, livre de 1900, où vous voyez le chiffonnier, la hotte, le brûle-gueule, mais on est sorti de l'époque, et si vous regardez les photos d'Adjé qu'on montre souvent pour le chiffonnier, il n'est plus du tout comme cela, il a une carriole, parce que Paris est devenu beaucoup plus grand et qu'il a été chassé dans la zone, au-delà des barrières, c'est plus un chiffonnier avec une hotte et un crochet, c'est un chiffonnier avec une carriole. Et donc on est sorti du modèle, mais je voudrais encore vous montrer pour donner, la certitude de cette présence massive pendant l'époque, les représentations du chiffonnier dans les arts populaires. Voici une statuette en terre cuite du milieu du XIXe siècle, et le personnage tenait le crochet, c'était un crochet métallique qui tenait à la main ici, le crochet a disparu, mais vous voyez, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de ces chiffonniers en terre cuite, vous voyez que, il y a toujours la plaque sur la hotte avec le numéro du chiffonnier. C'est une photographie qui m'avait été transmise par quelqu'un qui avait assisté à mon cours au collège, ou encore autre représentation populaire du chiffonnier, cette marionnette qui se trouve au MUSEM à Marseille, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je les montre comme une sorte de confirmation de cette présence dans les arts populaires du chiffonnier. Mais je dirais que le chiffonnier, c'est autre chose à partir de cette époque-là. Quand on dit chiffonnier en français contemporain, on ne pense pas à ce personnage dont l'activité principale était le ramassage des chiffons pour faire du papier. Quand je disais que je travaillais sur le chiffonnier, tout le monde me disait « Ah, les enfants du paradis, Géricault ». Mais Géricault n'est pas un chiffonnier. Géricault est un marchand d'habits. Et le marchand d'habits et le chiffonnier, ce sont deux activités tout à fait séparées dans la tradition et au XIXe siècle. Lassner dit à Géricault marchand d'habits, marchand d'amis. La réputation de traître du marchand d'habits. Le marchand d'habits est juif, traditionnellement. Ce n'est pas le cas du chiffonnier. Ce n'est pas le même personnage et je suis toujours obligé d'éclairer ce malentendu. Voilà Géricault représenté, puisqu'il y a eu deux acteurs dans le rôle, Robert Le Vigan, l'ami de Céline, et puis Pierre Renoir. Robert Le Vigan était probablement un représentant plus intéressant. Comme épilogue, j'ai dit le chiffonnier a disparu, mais je voudrais en épilogue vous dire que le chiffonnier est revenu assez massivement en renvoyant à, je dirais, trois expositions que j'ai vues récemment où je me suis dit, mais le chiffonnier est vraiment là. La première exposition, c'est l'exposition du photographe Walker Evans, qui avait lieu à Pompidou au printemps. Walker Evans est venu étudiant à Paris en 1926. Il a été étudiant à la Sorbonne et c'était l'époque du surréalisme, c'était l'époque d'un autre intérêt pour le marché aux puces, pour les objets abandonnés, pour les objets perdus. Et il a traduit Baudelaire, tandis qu'il était à Paris. Voilà sa traduction de La chambre double. Et je n'avais pas conçu, avant de voir cette exposition à Beaubourg, au printemps dernier, combien Walker Evans était un chiffonnier. Dès 1920, quand il est à Paris, dans les années 26, il n'est pas encore photographe. Il traduit Baudelaire et il fait des études à la Sorbonne.
L'une de ses premières photographies, c'est celle-ci, avec ces débris d'étain, de décors d'étain à New York. Et puis toute sa carrière est ponctuée par des photographies d'ordures. Voici un trash can de 1968, et à l'époque où Walker Evans disait une poubelle, a garbage can, qu'on traduirait comme une poubelle parfois, du moins pour moi, peut être belle. Et donc il a photographié beaucoup de poubelles, et il a photographié aussi, vous voyez, ces détritus le long du caniveau. Et puis, quelques mois après, à New York, je voyais une exposition Rauschenberg. Et il y avait ce grand tableau, qui est un tableau très célèbre de Rauschenberg, qui s'appelle Rébus. Rébus. C'est le premier des, ce qu'il appelle les combines, où on a à la fois peinture et sculpture, puisqu'il y a une troisième dimension, avec des objets récupérés, ces œuvres faites de récupération. Et bon, je me suis dit, pour moi, c'était un peu la preuve par neuf de ce que j'essayais de soutenir dans ce livre sur les chiffonniers de Paris, puisque le dernier chapitre porte sur le rébus et sur cette analogie entre le rébus et le rebut, et sur l'intérêt des sacs, dans les sacs à rébus du poème de Baudelaire, Les Petites Vieilles. Et j'avais trouvé au XIXe siècle un certain nombre de rapprochements entre rebut et rébus. Et l'idée que Rauschenberg avait appelé son œuvre tournant, faite avec des rebuts, rébus, confirmait ce que je voulais dire. Et puis il y avait cette autre œuvre magnifique de Rauschenberg dans la même exposition sur la boue, cette grande piscine de boue agitée, qui s'appelle Mud Muse, la muse de la boue. Et bon, voilà un petit peu comment ça symbolise la boue parisienne pour moi. Et puis, il y a quelques jours, je voyais une exposition, je ne sais pas si vous l'avez vue, vous pouvez la voir, c'est l'exposition qui a lieu en ce moment à la chapelle de l'ancien hôpital Laennec, qui est devenu le siège social de Kering et de Balenciaga. Et dedans, il y a une exposition qui s'appelle Faire avec. Faire avec. Faire avec. Et voici l'une des œuvres de ce Faire avec qui s'appelle Central Park West, où on a bicyclettes, vêtements, panneaux signalétiques. Et tout ça pour constituer une œuvre. C'était ouvert lors des journées du patrimoine. Et cette autre œuvre, donc ça c'est une œuvre de David Hammons. Et puis celle-ci, que je trouve très belle, de El Anatsui, faite avec des bouchons de bouteilles en aluminium, tissés avec du fil de cuivre. Et puis, quatrième exposition, que je n'ai pas encore vue, mais que j'avais vue à New York, c'est l'exposition Irving Penn, qui se trouve au Grand Palais. Voici encore la même combinaison qu'au début du XIXe siècle entre les gravures de mode et l'intérêt pour les petits métiers. Irving Penn est à la fois le photographe de la mode et le photographe des ordures. Toute cette série de cigarettes, je pense que ça se trouve également à l'exposition de Paris que je n'ai pas encore vue. Mais je voudrais conclure avec ces images d'Irving Penn qui vraiment ferment le cercle, puisqu'il a photographié les visages et métiers de Paris. C'est publié dans Vogue en 1951, en retrouvant exactement les mises en page des premières images que je vous ai montrées, avec ces petits métiers représentés sur un grand tableau de la même façon en 1950 à Paris, ce qui lui a donné l'idée de faire
une série sur les petits métiers à Londres et à New York, dont le chiffonnier, ici, à gauche. C'est à Londres qu'il l'a trouvé. Il l'appelle Rag and Bone Man. Il ramasse les chiffons et les os, toujours associés. Et puis, je vous montre cette photo anonyme d'un chiffonnier parisien pour nous rappeler que la position n'a pas changé. C'est le chiffonnier de toujours, avec son sac sur le dos, et les images d'Irving Penn, je pense qu'il faut aller les voir au Grand Palais pour comprendre que nous ne sommes pas sortis de ce cycle de la chiffonnerie. Merci.